vois que vous êtes prête à commencer. Merci à vous. Je sens avoir fini. Saluer chacun et chacun d'entre vous. Salutations collectivement. Un certain nombre de nos collègues sont excusés avec pouvoir. Michel Bontou, qui est à la région, m'a donné pouvoir. Jean-Yves Tabourin a donné pouvoir à Michel Thomas. Les autres santé essentiellement. Estelle Cochard, qui est également à la région, a donné pouvoir à Aziz Bouslimani. Marc Lesage, qui est en conseil d'école, a donné pouvoir à Maryse Legrand jusqu'à son arrivée. Antoinette Lecomte, pour les mêmes raisons, a donné pouvoir à Patrick Lefrançois. Christian Cochet a donné pouvoir à Jacques Guillemet. Manuela de Santos à Rita Canal. Alain Delarue à Jean Ducantil. Nicole Janvier à Pascal Couturier. Et Alain Mélard à Madame Amour. A priori, tous les autres collègues sont présents. Conseil relativement chargé, donc relativement long, sur le cas de nombre de délibérations particuliers. Deux demandes de ma part et une information. La première demande, c'est de vous demander si vous êtes bien d'accord pour passer la délibération du DOB en début de séance, ceci dans la mesure où je ne veux pas imposer à Sophie Denot, notre responsable des finances, de rester plus longtemps au Conseil que sa présence ne le mérite, puisqu'elle est là uniquement pour répondre à vos questions sur le caractère comptable du DOB s'il y a besoin. Est-ce que ça pose des problèmes à votre niveau ? Non, pas de souci. Ensuite, vous demandez aussi de mettre les délibérations concernant l'enfance jeunesse et le périscolaire en fin de séance, parce que je vous dis que nos collègues sont en conseil d'école et pour leur permettre d'arriver et de présenter leurs livres si possible. Et une information pour terminer, pas de problème non plus sur ce sens. Et ensuite, une information concernant les TAP, de la même manière qu'on a vu. Donc, le résultat du sondage sur les TAP en commission plénière, on va le revoir en point d'information finale. Mais à l'inverse, on ne verra pas le point tranquillité et sécurité publique dans la mesure où il a été vu en commission plénière et que Michel Bontou n'est pas présent aujourd'hui au Conseil. Nous commençons avec les remerciements, vous les avez eus, concernant le collège Jeannette Boucher, les décisions du maire, vous les avez eues, est-ce qu'il y a des questions sur celles-ci? J'ai oublié, je vois, le secrétaire de séance, c'est ça? Le secrétaire de séance, qui veut bien l'assurer? Qui veut bien? Marie, merci à toi. On était aux décisions. Est-ce que certaines décisions appellent de votre part des questions, compléments d'information? Il semble que non. Le compte-rendu très synthétique du dernier conseil municipal du 13 décembre, est-ce qu'il appelle de votre part des remarques, questions? Il ne semble pas. Je vais aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Première délibération, donc le DOB, comme je viens de l'annoncer. Alors, je rapporte cette délibération. Est projeté en même temps, justement, avec l'aide de Sophie Denot, merci à elle. Évidemment qu'elle a largement participé à la confection et élaboration de ce DOB. Alors, préambule, donc le rapport d'orientation budgétaire, le ROB, constitue donc la première étape du cycle budgétaire des collectivités locales. Et bien évidemment que ce cycle continue avec le budget primitif et continue avec le compte administratif. Ce rapport doit être présenté dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Et ce ROB doit permettre à l'Assemblée délibérante d'échanger sur les principales directives budgétaires et d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la ville. Il doit permettre une vision précise des finances de la ville et des orientations poursuivies. Voilà donc pour les orientations, les objectifs.
Je passe je ne peux pas lire la totalité du rapport, dans la mesure où vous l'avez eu, donc j'essaie de faire quand même une synthèse de ce rapport. Ensuite, pour les communes de 10 000 habitants, ce qui nous concerne, ce rapport comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Bon, c'est quelque chose qui est nouveau, qui me semble assez intéressant, évidemment, de donner comme information à l'ensemble du conseil municipal. Ce ROB comporte notamment des données sur le contexte budgétaire international, l'environnement économique national, les orientations budgétaires de l'État concernant les collectivités locales. Ça m'est fréquemment arrivé de dire que voilà, on ne vit pas sur une île déserte à Vinvilliers, évidemment, on est nécessairement tributaire du vent, je vais l'appeler comme ça, français, voire du vent international. Il comporte aussi une analyse de la situation financière de la collectivité et des perspectives pour l'année concernée. Alors, ce contexte international, vous devez le connaître, il y a une croissance qui est amorcée en 2017, mais qui reste molle. Elle affiche 2,2% d'augmentation du PIB en volume en 2017 et 1,7% en 2018. Pour 2019, il est prévu 1,7%. Aux États-Unis, il y a une croissance qui est relativement forte, mais il y a des tensions que vous connaissez au niveau des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de Taïwan, de la Corée du Nord, du Moyen-Orient. En fait, une situation est plutôt instable que stable au niveau international. Au contexte national, le budget de l'État a été voté à nouveau en déséquilibre de 98 milliards d'euros, c'est-à-dire même supérieur à 2017, où le déséquilibre n'était que de, entre guillemets, 85,7 milliards. La dette publique frôle les 100% du PIB, alors que l'objectif donné par le célèbre traité de Maastricht est de 60%, même si 60% peut être dépassé dans certains cas, on voit qu'on est quand même assez nettement au-dessus. Et quant au taux de chômage, malgré une baisse, il est encore proche des 9%. Les principales mesures de la loi de finances, les mesures fiscales. Un dégrèvement a été décidé par l'État pour la taxe d'habitation, vous le savez, mais il n'entraîne pas de perte de recettes fiscales à l'instant pour ces dernières. Clairement dire que c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, à court terme, enfin le passé récent ou lointain. Les bases fiscales seront revalorisées au vu de l'inflation, soit 2,2% en 2019, et cette hausse des bases, décidée par l'État, est compensée par l'État. Hausse des bases que les personnes, les Mavillois et autres, ne ressortiront pas totalement pour la taxe d'habitation. Enfin, vous savez qu'il y a certains qui ne sont exonérés en partie, d'autres qui ne le sont pas, et pour le foncier bâti, par contre, la hausse s'applique pleinement pour les propriétaires. Pour les dépenses publiques, il s'agit de réduire à la fois le déficit public, la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités du gouvernement. Vous savez que les dépenses publiques ne doivent pas évoluer de plus de 1,2% en valeur sur les dépenses réelles de fonctionnement sur un budget consolidé entre 2018 et 2022, donc c'est une moyenne sur plusieurs années, et que cet objectif peut être ajusté de plus ou moins 0,15 en fonction des trois critères suivants: l'évolution de la population de la collectivité par rapport à la moyenne. Donc nous pour l'instant on est plutôt un peu au-dessus de la moyenne, au moins localement. Après tout cela dépend des autres et sur plusieurs années. Donc on n'a aucune certitude sur ce point à cet instant précis. Le revenu par habitant de la collectivité inférieur à la moyenne, ça je pense qu'on est plutôt effectivement dans cette situation, et que comme les choses ne bougent pas forcément rapidement dans ce secteur, on peut penser qu'on pourra bénéficier de ce critère, si je puis dire. Au moins, on n'est pas tous les inconvénients. Et l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité entre 2014 et 2016, là aussi, comme ça dépend de l'évolution des autres collectivités, tout cela
Et il est difficile d'avoir un avis sur le fait de savoir si on peut être éligible ou non à ce troisième critère. En 2018, on a pu bénéficier de la dotation de soutien à l'investissement local. On y reviendra plus loin dans le ROB. La péréquation est une péréquation horizontale. Elle ne nous concerne pas directement, elle peut concerner l'agglomération, mais pas directement la commune. Ou si on est concerné, c'est à travers l'agglomération, on peut dire ça comme ça peut-être. La péréquation verticale, on est concerné évidemment. La loi de finances prévoit une augmentation de 90 millions d'euros pour la DSU, comme en 2018. Et le montant de la dotation nationale de péréquation reste inchangé depuis 2017. En revanche, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle enregistrent une baisse de 14% par rapport à 2018. Sur les dotations, en ce qui concerne la DGF, la part intercommunale de la DGF est identique entre communautés de communes et communautés d'agglomération, avec une perte pour les agglomérations. Donc là, ça concerne les agglomérations, mais j'ai pensé qu'il était intéressant d'attirer votre attention là-dessus, puisque cette différence qu'il y avait de dotation de l'État vis-à-vis des communautés de communes et vis-à-vis des communautés d'agglomération, c'est justement ce sur quoi ce que les responsables de l'agglomération actuelle ont utilisé pour agrandir l'agglomération. Ça leur permettait de toucher davantage de dotations de l'État. Alors ce qui est un peu rigolo, c'est que évidemment, le président qui était député disait que l'État dépensait trop, mais en tant que président, il a fait dépenser plus à l'État pour les besoins de l'agglomération. On voit que ceci n'est plus possible maintenant, et d'ailleurs ça me paraît bien qu'il y ait égalité de financement de l'État vis-à-vis des comités de communes et des comités d'agglomération. Dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Elle est dotée donc de 570 millions d'euros en acte d'engagement en 2019, donc contre 617 millions en 2018. On s'aperçoit qu'il n'y avait que 456 millions d'euros qui ont été payés en 2018, donc on peut penser que si on propose des projets dans ce cadre, on pourrait en bénéficier à notre niveau. On y reviendra encore tout à l'heure. Dotation politique de la ville, on n'est pas concerné à Mavillé par cette dotation-là. Je passe donc. La DETR, là, chaque année, nous demandons à la préfecture, on a déjà voté d'ailleurs au dernier conseil municipal, de mémoire, plusieurs demandes dans ce sens. L'enveloppe reste la même, soit 1 milliard d'euros. On arrive au fonds de compensation de la TVA et le taux du remboursement, 404%, sur le montant TTC est maintenu, et j'insiste, comme je l'ai fait l'an dernier, pour dire que ça représente à peu près, 16,4% sur le montant TTC, représente le 20% sur le montant hors taxe. Les pourcentages, évidemment, ne sont pas les mêmes suivant le montant sur lequel on l'applique. Donc on est à quelque chose près remboursé de la totalité de la TVA que l'on dépense, si la dépense est éligible. Parce qu'il y a certaines dépenses d'investissement qui ne sont pas éligibles au remboursement. Ça, c'est encore une autre chose. Et ça peut changer d'année en année. Budget de la collectivité. Donc après, nous en arrivons à ce qui concerne davantage Mavillé. Les résultats de l'exercice 2018. L'excédent de fonctionnement disponible, vous le voyez, est estimé à ce jour en résultat de clôture à 4 916 371 euros, je vous fais grâce des centimes. On a un résultat de clôture aussi en investissement qui occasionne des besoins de financement, et au final, donc, 2018 devrait, puisque les comptes ne sont pas encore arrêtés, il faut qu'on ait le compte de gestion pour pouvoir arrêter les comptes, ce qui n'est pas encore le cas, mais souvent on a à cette heure-ci une approche assez bonne en fait, voilà, sauf cas particulier. Donc 2018 devrait se terminer avec une affectation à l'investissement de près de 1,4 million, 1 368 917 euros,
et un report en fonctionnement de plus de 3,5 millions, 3 547 454,37. Les recettes de fonctionnement. Alors, il y a trois chiffres à rectifier à ce niveau-là. Il y a le chiffre de 4,5% qu'il faut transformer en 3,2%. Il y a, et tout ceci venant du fait que dans le CA 2017, le chapitre 73 n'est pas de 7 231 551, mais de celui que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire 7 382 220. 7 382 220. Ce qui fait que le total a changé. Il n'est pas de 12 525, je crois, 253, mais de, à l'écran, 12 673 922. 922. Donc, évolution des recettes de 3,2%. Alors, même si ce n'est que 3,2 et pas 4,5, c'est quand même un chiffre, un pourcentage très favorable. Pour 2019, compte tenu de l'estimation des services, on pense qu'elle sera un peu plus faible, de 1,6%, ce qui est déjà pas mal. On passe au regard de chapitre par chapitre. Le chapitre 013. Lui, entre 2017 et 2018, l'assurance ne rembourse plus les charges patronales, mais uniquement le salaire brut. C'est la raison pour laquelle ce chapitre diminue de 33%. Qui autrement, on est notre propre assureur pour les charges patronales. On fera le bilan, enfin il faudra faire le bilan au bout d'un certain nombre d'années pour voir si finalement cette solution-là n'est pas plus intéressante pour la commune que la solution précédente. Au chapitre 70, produits et services. Chaque service a évolué ses recettes. Certaines prévisions sont difficiles à projeter, en particulier pour les cimetières, ça se comprend bien. Entre 2017 et 2018, les recettes ont augmenté d'1%. En 2019, par contre, il est envisagé un pourcentage plus important, de 3%. Encore une fois, c'est la projection des services. Et il n'y a pas de raison de remettre en cause, même s'il y a des écarts d'une année sur l'autre sur ces pourcentages. Au chapitre 73, la taxe d'habitation et foncière, on vous dit que les bases ont été revalorisées de 2,2%. Les prévisions pour 2019 ont donc été établies au vu des bases prévisionnelles 2018. Les bases définitives ne seront connues que fin mars 2019 en les revalorisant de 2,2%, puis les différents taux votés ont été appliqués. On rappelle qu'il n'est pas prévu d'augmentation des taux sur 2019. Pour mémoire, ils sont identiques à ceux votés depuis 2005. Donc on est en 2019, ça fait donc la 14e année que les taux sont maintenus. Pour la dotation de l'agglomération et de l'attribution de compensation. Vous avez un tableau donnant l'attribution de compensation depuis 2010 et un graphique pour vous donner l'évolution de la dotation de solidarité communautaire, la DSC. On vous rappelle que l'an dernier, il y avait 3 enveloppes. Une enveloppe, vous savez, qui était exceptionnelle en liaison avec la dissolution du SEIPC. On avait eu 94 000 l'an dernier, que nous n'aurons pas cette année. Oh, la manne était quand même très importante. Hein. Elle était de l'ordre de 20, j'ai 20 en tête, Guillaume. Ce qui est SEIPC. Oui, c'est l'ordre de grandeur, c'est 20 millions. Donc la génération a distribué une partie, 2-3 millions aux communes sur 2 années, et le reste est pour l'instant gardé par l'agglomération pour son budget propre. Donc la DSC est composée maintenant quand même de 2 parts, la part de base, part de base qui est toujours en diminution
de 18% par rapport à ce qu'elle était en 2009 avant la baisse consécutive à l'agrandissement de l'agglomération. Donc 18% de baisse, c'est quand même significatif encore, malgré des augmentations qui sont dues à notre augmentation de population en règle générale. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette baisse, évidemment qu'on serait nettement plus haut, puisque notre population augmente. Et en plus, la dotation politique de la ville, qui augmente un tout petit peu en 2018 par rapport à 2017. Le chapitre 74 maintenant, il présente donc les différentes dotations perçues depuis 2014 par l'État. La DGF devrait être légèrement supérieure en 2018 par rapport à celle de 2018, je veux dire, elle devrait être supérieure en 2019 par rapport à celle de 2018 de 14 000 €. C'est une information donnée par un outil de l'AMF, l'Association des maires de France, auquel on est adhérent, et dont on peut que chacun peut disposer. Quand je dis chacun, c'est chaque commune adhérente. L'an dernier, elle avait donné une bonne estimation. On peut penser qu'elle donnera, que son estimation de cette année sera également bonne. La DSU devrait, conditionnelle, être supérieure à celle de 2018, car l'État a prévu, comme on l'a dit tout à l'heure, une hausse de l'enveloppe globale de 90 millions, mais tout ceci dépend du rang, ça dépend des autres, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de comment évoluent les autres communes. Est-ce qu'elles s'appauvrissent ou est-ce qu'elles s'enrichissent? Si elles s'appauvrissent, nous, on monte et on peut avoir moins. Si elles s'enrichissent plus vite que nous, eh bien, on peut, nous, avoir plutôt un peu plus. La DNP, dotation nationale de péréquation, devrait aussi être au même niveau que celui de 2018. Vous voyez que même l'an dernier, en 2018, par rapport à 2017, elle a augmenté de 25 000 €, ce qui n'est pas neutre, 25 000 €. Et les différentes compensations d'exonération seront probablement inférieures, puisque selon la loi de finances 2018, elles doivent servir de variable d'ajustement. Je me sens qu'on entend ça à peu près régulièrement tous les ans, depuis pas mal de temps. Donc le montant sera, pour l'instant, est prévu plutôt un peu à la baisse, par prudence. On vous dit qu'on saura donc normalement le montant définitif des dotations entre mi-mars et fin mars, mais je sais que l'an dernier, même en ayant voté le budget, si on a dû avoir cela, mais notre budget étant bouclé un petit peu avant, il ne peut pas forcément prendre en compte le montant définitif des dotations. Chapitre 75, le montant proposé donc pour les loyers en 2019 est de presque 200 000 €, le montant principal étant bien sûr celui que l'on reçoit du Greta pour la location de l'école Gambetta. Chapitre 77, produit exceptionnel, un montant de 20 000 € que l'on réinscrit pratiquement d'année en année. J'en arrive aux dépenses de fonctionnement. Alors, ces dépenses de fonctionnement, elles ont de fait diminué de 0,30% en 2018 par rapport à 2017. En fait, ce 0,30%, il est dû à certaines dépenses, diminutions exceptionnelles en 2018, au niveau essentiellement de l'attribution de compensation. Donc je pense qu'il est mieux, pour avoir une bonne visibilité, de ne pas tenir compte de ces montants qu'on vous signale, et on vous dit dans le rapport que si on ne tient pas compte de ces montants, on a plutôt une tendance à une augmentation de l'ordre de 0,6%, 0,59%, 0,6% c'est une bonne évaluation, et donc même en ayant ce chiffre, on voit qu'on est en dessous des 1,2%, qui est la règle que demande le gouvernement actuel en termes d'évolution de dépenses. Donc sur l'année 2018 par rapport à 2017, si je puis dire, on rentre dans les clous. Mais il reste d'autres années. En tout cas, on pense, au vu de cela, on peut penser que
sur les années jusqu'à 2022, il me semble que vous avez dit tout à l'heure, on doit pouvoir être dans la zone des 1,2%. Ça doit être possible. Les charges à caractère général. Vous avez un graphique montrant que le réalisé est assez nettement en dessous du budgétisé et que de toute façon depuis 2014 il y a une diminution globalement régulière, même si voilà, enfin, globalement si on regarde en gros il y a une diminution de toute façon. Et ce qui est souhaitable, parce que c'est ceci qui nous permet de justement d'être dans une augmentation globale inférieure à 1,2%, dans la mesure où les charges de personnel, elles, ne peuvent pas être contenues dans une hausse qui se limite à 1,2% pour les raisons qu'on va voir tout à l'heure. On vous signale que les dépenses d'entretien du bâtiment et des fluides représentent un tiers des charges et que les dépenses liées à la restauration scolaire prennent une part conséquente de ces charges. Ça pour vous dire que voilà, c'est bien à chaque fois d'être en baisse sur ce secteur, mais qu'il y a peut-être un moment où voilà, les choses s'arrêteront. On n'est pas sûr que la baisse puisse être renouvelée chaque année ad vitam aeternam. Il y a bien un moment où ça s'arrêtera. Il y a un plancher incompressible. Les charges de personnel. On s'aperçoit que là aussi le CA est en dessous du BP, mais là dans une proportion bien moins importante, de l'ordre de 3,5% pour ce qui concerne l'année 2018. Donc moi c'est ce que j'appelle plutôt des bonnes prévisions et une bonne exécution pour ce qui concerne ce chapitre. Donc si on regarde donc par rapport à 2017, il y a une augmentation de l'ordre de 2,23%. Mais quand on sait qu'on est impacté par une augmentation de 24% du SMIC et de certains taux de cotisation, on comprend aisément qu'il soit difficile d'être en dessous de ce 2,23%. À la mesure où on a besoin quand même d'un certain nombre de recrutements, comme le recrutement d'un contractuel pour la jeune 21. En fait, il y en avait bien un, mais il était parti, donc il y avait besoin de... Donc c'est pas forcément une dépense nouvelle globalement, mais une dépense nouvelle par rapport à l'année précédente, au moins. Le remplacement à mi-temps d'un éducateur sportif. Ensuite, il y a le remplacement au cours de l'année de 2 contrats aidés en poste de contractuel de droit public, un en animation périscolaire et l'autre à l'accueil du service éducation. Là, on n'est pas en augmentation de la masse salariale. On est simplement dans un cas où on a moins de recettes pour compenser. On n'est pas en augmentation de la masse salariale. La création de 3 postes d'animateurs périscolaires, donc ça c'est par... j'ai oublié de le dire, mais évidemment, on a moins de recettes par suite de la décision du gouvernement de limiter le nombre d'emplois en contrat aidé. La création de 3 postes d'animateurs périscolaires, temps incomplet, suite à la fin d'une convention. Là aussi, on n'est pas forcément dans une augmentation de la masse salariale, puisqu'on payait une prestation de service. Enfin, on n'est pas dans une augmentation de recettes, mais on était sur un autre chapitre. Donc voilà, il y a un chapitre qui augmente, mais il y en a un autre qui diminue. Donc globalement, les dépenses n'augmentent pas, ou à la marge. La directrice des ressources humaines a souhaité aussi expliquer pourquoi il pouvait y avoir un décalage entre, qui n'est pour moi que de 223 000 euros, je vous ai dit 3% à peu près, donc voilà, ça reste... Pour avoir une petite marge dans ce genre de choses, moi ça me paraît tout à fait raisonnable, mais elle a souhaité quand même l'expliquer, et ça s'explique aisément, et à peu près tous les ans, avec les mêmes raisons à peu près. Il y a des décalages dans les recrutements prévus et les postes qui n'ont pas été pourvus, estimés à 143 000 euros, une modification de notre cotisation d'assurance du personnel, on en a parlé tout à l'heure, moins 48 000 euros, un emploi d'avenir non pourvu, moins l'animateur saisonnier et moins de job coup de pouce recrutés que prévu, à hauteur de 20 000 euros de non-dépenses. Et on précise que pour ce qui concerne les jobs coup de pouce, un dispositif doit être amélioré en termes de communication auprès des services et des partenaires extérieurs, voire même de la population, par le biais de nouvelles mavilloines. Et l'impact du jour de de
du fait qu'il a été remis, ce jour de carence, et donc a permis une non-dépense de 8 000 euros. En 2019, il est proposé l'augmentation de la masse salariale de 1% de BP à BP, sachant que, en fait, là aussi, ce qui est notre ligne d'horizon, c'est plutôt que le CA, lui, ne soit pas en augmentation. Le CA 2019 se limite à une augmentation de l'ordre de 2% par rapport au CA 2018. C'est lui qui est le juge de paix. Et là aussi, donc, évidemment, une différence entre le BP qui, lui, va être certainement aux alentours de 6,4 millions et le CA que l'on espère aux alentours de 6,250 millions. Les raisons de cette augmentation prévues, à nouveau une augmentation du SMIC de 1,5%, la mise en œuvre par l'État du protocole d'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations. Je vous disais qu'on n'est pas dans une île déserte, ben voilà, là, on est bien sûr tributaire du vent national, même si ce vent national est certainement nécessaire. En tout cas, on est tributaire. Et il faut que tout le monde en prenne compte, y compris, évidemment, les responsables nationaux, que leurs décisions s'imposent à nous. Et donc, il faut qu'ils fassent comme si elles n'existaient pas. La création d'un poste de référent administratif et financier à la DST, vous l'avez voté. La création d'un poste de contractuel urbanisme, il est en délibération aujourd'hui pour l'ANRU. La création d'un poste de contractuel en renfort aux espaces verts, propreté en raison de congés longue maladie de 2 agents du service. Donc là, on voit bien que, voilà, qui dit congé dit que normalement on ne paye pas la totalité de leur salaire, donc on n'est pas forcément en augmentation de la masse salariale ou pas en totalité. Le remplacement de 2 emplois d'avenir, à nouveau, par des postes statutaires. J'ai déjà fait le commentaire sur ce point tout à l'heure. La structure des effectifs, en moyenne, c'est important, parce qu'elle change pas chaque jour, mais presque chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est sûr. Moyenne sur l'année 2017 et 2018, on voit donc qu'en ce qui concerne les agents titulaires, et à la limite, ce qu'il faut regarder, c'est les équivalents temps plein. Voilà, on est même en légère diminution d'un demi-poste équivalent temps plein. Au niveau des contractuels, on est par contre plutôt en augmentation jusqu'à 5 postes. Je tiens à dire que les contractuels à Mainvilliers sont plutôt des équivalents cadre A, et pas des gens payés au SMIC et à temps partiel. C'est pas la même chose, à mon sens. Souvent, on peut avoir dans l'idée que les contractuels sont des gens pas très bien payés, etc. Ce n'est pas le cas ici. On a un certain nombre de contractuels qui sont au contraire plutôt dans les mieux payés de la collectivité. Parce qu'on en a besoin, parce que c'est comme ça, parce qu'on a besoin au niveau de l'ANRU, de gens sur une durée limitée, que l'ANRU aura son temps, mais on n'est pas dans l'ANRU pour 50 ans, ou le temps d'une carrière de 40 ans, je peux m'arrêter à 40. Sur par catégorie, donc A, B, C, on vous a également donné des chiffres et on voit que ça augmente un petit peu dans chaque catégorie, pas toujours au même niveau, mais ça c'est en fonction évidemment des besoins. La ventilation de la masse salariale, vous l'avez, je vous ai dit qu'il y avait donc une transparence, je trouve que c'est bien, voilà, ça permettra peut-être à certaines communes, certaines minorités dans certaines communes de mieux connaître la situation. Sur la durée effective du travail, un sujet aussi qui peut revenir, à Mainvilliers, les agents à temps complet effectuent, à quelques exceptions près, on dit des agents logés notamment, mais qui font plutôt un horaire supérieur qu'inférieur, ce qui se dit en règle générale, les agents donc font un horaire annuel de 1607 heures. Le chapitre 65, il est proposé de maintenir l'enveloppe des subventions aux associations hors Action Nouvelle au montant de 2018. À ma connaissance, les commissions ont respecté cette ligne-là qui est valable depuis un certain nombre d'années. Merci à vous toutes et tous d'avoir accepté cette contrainte, voilà, qui en est une, sans aucun doute, mais qu'on est obligé de s'imposer compte tenu de la situation globale. Encore une fois, vent national, voire vent international.
Subvention aux organismes publics, 7 000 € pour le projet de coopération décentralisée au Sénégal. Vous êtes au courant, je veux dire, ça a été vu en conseil municipal. La subvention au CCAS, il faudra certainement une augmentation, peut-être pas de 68 000 €, tout ceci étant... Oh, je vois Sophie Deneau qui fait non appuyé, donc ça veut dire qu'elle est à peu près certaine qu'on va pouvoir faire un peu moins, à la fois parce qu'on a vu, je sais, le dossier ensemble et que ça nous semblait un petit peu fort. Et puis il y a une deuxième raison qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de donner beaucoup d'argent au CCAS, c'est que vous savez qu'on a prévu de municipaliser 2 services du CCAS, le service petite enfance et le service personnes âgées. Donc il n'y a aucune raison que le CCAS ait autant il avait besoin d'une trésorerie avant, puisqu'il avait beaucoup de salariés, mais la plupart des salariés vont passer normalement, c'est en cours de discussion, mais normalement on devrait vous présenter quelque chose en cours d'année pour que ça se fasse au 1er janvier prochain, ou au 31 décembre, 1er janvier, 31 décembre. Et donc, il y aura beaucoup moins de salariés au CCAS ensuite, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait de trésorerie importante au CCAS, d'où le fait que, certes, il y a une diminution de la trésorerie du CCAS, mais il n'y a pas une nécessité de la combler, on peut même certainement encore la faire diminuer un petit peu, sans problème pour lui. Le SIES, syndicat intercommunal Parc et Piscine des Vauroux, même montant depuis 2015. Pas de changement depuis 2015, 346 000 €. Des indemnités pour les élus et frais liés à leur fonction, en particulier de formation, reconduits à l'identique. J'en arrive à l'investissement. Les principaux nouveaux investissements envisagés sont listés ici. J'insiste pour dire que ce n'est pas la totalité. Que je pense qu'on n'a pas oublié de très gros investissements, mais qu'on n'a pas marqué tous les petits investissements qui au final font un montant important, que ceci sera vu au BP, bien évidemment, en commission finance dans un premier temps au mois de mars et au BP le 4 avril. Par contre, voilà, ce que je peux vous dire avec une certitude assez forte, c'est que nous pourrons investir quand même à un haut niveau en 2019, au niveau de 5 millions d'euros, ce qui est un niveau quand même, le haut de ce que peut faire un Lavilliers, compte tenu de notre budget, qui reste très modeste en fonctionnement, 13-14 millions, voilà, quand on investit 5, c'est beaucoup en proportion par rapport à d'autres collectivités. Et ceci est permis grâce à un autofinancement important, c'est en liaison ça, avec l'excédent de 2018, et c'est en liaison aussi avec les recettes d'investissement que l'on va voir tout à l'heure, qui sont à un niveau important cette année, en 2019. Donc les principaux investissements, quand je regarde en termes de montant, il y a bien sûr l'accueil de loisirs sans hébergement, une partie, une autre partie sera financée en 2020, toujours par ordre de montant financier, le dédoublement des classes de CE1, 370 000 € quand même. On espère avoir un peu d'aide de l'État, mais ce n'est pas certain, on va y revenir tout à l'heure. En troisième, on peut trouver l'étude autour de l'ANRU, l'étude de révision du PLU, l'étude pour la nouvelle ZAC de la Croix-Blanche qu'on va vous proposer en cours d'année. Ensuite, on peut voir la réhabilitation de la mur résistance et Bretagne qu'on a bien besoin, 260 000 €. On peut voir le rond-point rue Buquier, une expérimentation qui a duré une bonne année, mais qui est très bien comme cela, qui permet de s'assurer que ce qu'on propose convient, 140 000 €. Pour l'informatique, on a besoin de revoir le serveur et le cœur de réseau, 75 000 €. Les toilettes en centre-ville, 60 000 €. Les vestiaires de la billetterie, 55 000 €. La piste cyclable pour terminer ce qu'on peut appeler notre dorsale qui va des grandes ruelles jusqu'à la gare en passant par le secteur du Compas, 45 000 €. L'aménagement je suppose que c'est de l'entrée de la mairie, parce que marqué à bord, mais je pense que c'est l'entrée.
C'est bien ça, non? Je suppose. Hein. On est d'accord, 35 000 euros, tu veux Oui, savoir, tout toi, à fait. Michel. Hein. Oui, c'est ça. Ça me permet de donner l'information et d'être sûr que je donne la bonne. Et on va installer donc, au niveau de l'entrée là, une porte supplémentaire de façon à sécuriser les entrées dans la mairie, de façon à ce que les gens ne puissent pas rentrer sans passer par la caisse départ qui est l'accueil. C'est tout à fait nécessaire, on ne l'a pas fait avant, on n'aurait pu, enfin voilà, ça vient maintenant et c'est ce qui est budgété ici à hauteur de 35 000 euros. Projet d'aménagement du bois du château qu'on va vous proposer, qu'on va vous présenter très bientôt, là dans les 2 mois qui viennent, 30 000 euros. Je crois que je vous ai tout dit. Les recettes. Donc les recettes, vous voyez, elles sont... Il y en a un certain nombre. Au total, elles font entre 2,4 millions et 2,5 millions. Je vais annoncer un haut niveau, donc c'est ce que je voulais dire. Donc la cave d'un côté pour le CDSH, un peu plus de 470 000 euros. L'ANRU aussi pour un peu plus de 900 000 euros. Pour cet accueil de loisirs toujours. La région pour 760 000 euros. Et il me semble bien que c'est aussi pour l'accueil de loisirs. Vous êtes bien d'accord, hein? La préfecture dans le cadre d'une DETR à 90 000 euros. Là, c'est toujours un accueil de loisirs aussi. Merci Sophie. Et pour les vestiaires marocains, une DETR sollicitée à nouveau de 90 000 euros. Pour l'ANRU et pour la maison du projet, donc maison du projet, en fait c'est une pièce que l'on compte installer dans le local de la caisse d'épargne que nous avons acquis, où des travaux vont être menés. Ça recommence, oui. Ça va bientôt commencer. Voilà, dans les jours qui viennent, oui. Semaines qui viennent, pour en faire 2 pièces de surface à peu près équivalente. L'une qui sera plutôt dédiée en rue, pour faire simple, et une autre qui sera plutôt polyvalente, y compris pour faire des formations, des réunions, etc., de réunions de ville, ou éventuellement de partenaires, très direct en liaison avec l'activité de la ville. Donc on doit être subventionné par l'ANRU à hauteur de 25% pour cette maison du projet. Et le dédoublement des classes, dont je vous ai déjà parlé, on déposera un dossier de DSIL, mais la circulaire n'est pas sortie à cet instant. Voilà, pendant un moment, il était prévu qu'on ne puisse bénéficier de cette dotation que si on contractualisait, mais tout ceci, là, encore une fois, les choses ne sont pas précises à ce jour. Voilà pourquoi il y a une hypothèse concernant cette DSIL, ça c'est pour le dédoublement des classes. La structure et la gestion de la dette, bon, vous le savez, nous sommes faiblement endettés, c'est notre atout pour pouvoir aborder le projet en rue de limitation donc urbanistique de Talmont et du centre-ville qui se profile, enfin qui peut dire qu'il a commencé même maintenant, puisque le terrain synthétique a été fait, le centre de loisirs est en cours, on va commencer, le déménagement de locataire de la banane a commencé, voilà, on peut dire qu'il a commencé. La signature n'est pas faite, c'est tout. On n'est pas encore contractualisé, mais il a commencé. Donc 5 emprunts à taux fixe, d'une durée maximum de 20 ans, avec une capacité de désendettement inférieure à 1 an. Et on voit qu'on est assez nettement en dessous de la zone prudentielle qui est même là, bon, à mon avis un peu forte, entre 11 et 13 ans. J'avais coutume moi d'avoir un an plutôt aux alentours de 8, enfin bon, je ne sais pas d'où vient le 11-13, voilà, si on commence à arriver à 8, moi je conseille, je ne pense pas que ça se fasse avant 2020, mais je conseille à nos successeurs de commencer à regarder quand ils seront arrivés à 7-8. J'en ai terminé pour la présentation. Budget, oui, si, peut-être un mot sur la DSC, j'avais prévu, je peux vous le dire. La DSC communautaire, simplement pour voir un peu comment elle fonctionne. À ma demande, on a reçu des tableaux permettant d'avoir les DSC sur toutes les communes pour voir un peu comment ça bouge. Et l'augmentation de DSC donc de 7 000 euros en 2019 par rapport à 2018 vient essentiellement de l'augmentation de notre population, qui
nous permettent en fait d'avoir 11 000 € de plus sur ce critère-là. Hein. Mais on n'a que 7 000 € parce que sur les logements sociaux, même si on a augmenté de logements sociaux, on a 1980 logements sociaux au lieu de 1948, parce qu'on pourrait se dire, voilà, mais il se trouve que l'augmentation globale des logements sociaux sur toutes les communes de l'agglomération est supérieure. Donc, ce qui fait qu'on a une baisse de notre dotation pour les logements sociaux, même si on a une augmentation de logements sociaux sur la commune. C'est le système donc, de fonctionnement des critères retenus. Et donc, ce qui fait que, voilà, 11 000 plus 11 moins 4, ça explique les plus 7 000 de cette année. Mais tout ça, quelque part, pour vous dire que l'augmentation de la population a des conséquences très claires sur les dotations de l'État. Si le DGF augmente un peu, c'est pour ça, et de la DSC, que si on n'était pas dans cette situation-là, nos dotations baisseraient plutôt qu'elles n'augmenteraient, ce qui, évidemment, serait moins favorable budgétairement. J'ouvre le débat. Il semble que on ne trouve pas d'écho. Donc, je mets aux voix la règle a changé depuis, je ne sais pas, 2 ou 3 ans. Avant, on prenait acte. Maintenant, le président de séance soumettra le rapport du débat de rotation budgétaire au vote de l'Assemblée délibérante. Voilà, soumettra le rapport donc, que je vous ai présenté. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes sur le rapport. Merci quelque part, en particulier pour les services qui ont préparé celui-ci. Merci à vous, Sophie. Et nous vous libérons. Deuxième délibération, je rapporte également, il s'agit d'un vœu présenté sous forme de délibération, et ça concerne l'équipement plurifonctionnel, culturel et sportif. Par un arrêté en date du 23 janvier dernier, M. le maire de Chartres a prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative à l'évaluation environnementale de ce projet, envisagé sur le pôle Gard. Le lancement de cette procédure résulte d'une ordonnance du 8 février 2018, rendue par le tribunal administratif d'Orléans, dans laquelle le juge suspend l'exécution du permis de construire. Son jugement se fonde notamment sur la non-transmission de la part de la ville de Chartres d'une étude détaillant l'impact environnemental du futur projet. Donc du 13 février au 16 mars prochain, les habitants peuvent émettre pour la première fois, avant ce n'était pas possible, des observations sur ces problématiques environnementales. Pour la première fois, sur ces problématiques environnementales, qui se font jour donc. Dans la mesure où le complexe culturel et sportif souhaité par la ville de Chartres, et maintenant par l'agglomération, au début c'était un projet ville de Chartres de mémoire, se situe, enfin en tout cas pour le pôle Gard, se situe à proximité immédiate de la commune de Mainvilliers, ce projet suscite remarques et interrogations chez de nombreux Mainvillois et Mainvilloises. La réalisation et le fonctionnement de l'équipement aura en effet différentes répercussions sur le territoire communal. Donc, en septembre 2011, nous avions déjà donné notre vision et je vous propose de redonner à peu près dans les mêmes termes, la vision que nous avions émise en septembre 2011. En effet, au-delà des nuisances postéiformes que génère un complexe culturel et sportif en plein centre urbain, l'implantation d'un tel projet nécessiterait des mesures d'accompagnement non pas accessoires mais indispensables pour permettre un fonctionnement régulier de l'équipement tout en s'efforçant de préserver au maximum la quiétude des habitations avoisinantes. La création d'un parking de relais, une desserte en transport collectif, ce qui veut dire réseau Filibus et SNCF dans toute la mesure du possible sur le territoire de l'agglomération, renforcé, des horaires adaptés à la programmation du futur complexe constituent autant de prérequis essentiels pour contenir la circulation automobile sur les voies les pénétrantes de la commune afin de limiter évidemment leur détérioration. À ce jour, aucun élément allant dans ce sens n'a été acté par les responsables de l'agglomération et ou de la ville de Chartres. De même, la ville de Mainvilliers réitère son souhait, alors que la transition écologique se fait de plus en plus pressante, que les pistes cyclables entre les deux communes soient raccordées,
non seulement avec celle de la rue de la République, où là, il y a un acte qui a été, voilà, il y a un écrit, on ne conteste pas, mais aussi avec celle de l'avenue de Pierre-Chenet, où là, on n'a pas de réponse favorable. Les réserves formulées ne s'attachent pas au bien fondé de créer un pôle de transport multimodal articulé sur la gare de Chartres. Très clairement, ici, personne ne conteste la nécessité d'avoir un pôle de transport multimodal. Ce n'est pas ça le problème. Par contre, en revanche, le projet de construire, d'aménager et d'animer un équipement de grande ampleur, capacité d'accueillir un public de 5000 personnes, la grandeur le permet, puisque la grandeur n'a pas permis. La grandeur précédente permettait d'accueillir 5000 personnes, dans la précédente version, il n'a pas été diminué, d'autres modifications sont intervenues, mais il n'a pas été diminué en surface, donc il y a la possibilité d'aller jusqu'à 5000 personnes. Suscite des interrogations légitimes et qui méritent des réponses codéfinies entre toutes les parties prenantes de ce dossier. Il vous est donc proposé de m'autoriser à faire parvenir le présent vœu à l'enquête publique, ouverte donc par le collègue maire de Chartres du 23 janvier dernier, relative à l'évaluation environnementale du projet subvisé. Les interventions, vos avis sur ce sujet? Oui. J'aurais voulu juste savoir quel était l'impact d'un vœu d'un conseil municipal par rapport à... C'est une démarche publique ouverte à tous les citoyens. Oui. Et alors, quel est l'avantage d'un vœu d'un conseil par rapport à une expression d'un citoyen? Ça veut dire que ici, nous sommes citoyens, mais nous sommes en même temps représentants de la population, surtout dans notre diversité, majorité, minorité au pluriel. Donc il me semble qu'à ce niveau-là, on a une voix un tout petit peu plus forte que si nous déposions 33 contributions qui pourraient en plus être différentes. Je ne suis pas contre la différence, je prône même la différence. Mais il y a de temps en temps où il est important d'affirmer des priorités. Et donc si effectivement on estime que ce qui est mis ici, il y a 3 priorités, un parking relais, fonctionnement des transports collectifs et pistes cyclables. Voilà, il y a 3 choses qui sont demandées. Donc si là on est tous d'accord pour dire que ça c'est 3 priorités, on a peut-être d'autres priorités, chacun d'entre nous, mais à nous ensuite d'aller déposer ces autres priorités, chacun de cette façon. Mais si nous estimons que ces 3 priorités, elles sont communes, d'une part, et qu'elles peuvent représenter aussi des priorités communes de l'ensemble des Mavillois, ou du moins d'un certain nombre important de Mavillois, il me semble que voilà, ça a une portée quand même plus importante. Et puis, excusez-moi, j'avais aussi pas de souci. Une deuxième petite interrogation, enfin, c'est pas une interrogation, c'est... je suis d'accord avec... Je trouve ça... il n'y a pas de lien entre le raccordement des pistes cyclables et la création de la salle, parce que pour moi, il me semble que des pistes cyclables d'une commune et de l'autre devraient déjà se raccorder naturellement. Oui. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a fait bizarre que ça soit une demande du vœu là par rapport à la construction d'une salle de spectacle, alors que ça devrait naturellement être fait entre... on est d'accord, sauf que pour l'instant, on a eu un accord d'un côté, mais pas un accord de l'autre. Voilà, on en est là. Hein. Et que s'il y a des gens qui peuvent aller en vélo à ce complexe, ça fera autant moins de voitures. Hein. Voilà. Mais ça servira autrement que pour ce... Ça servira aussi à d'autres fins qu'à celui-ci. Mais ça peut toujours enlever 2, 3, 4, 5 voitures. Vous savez, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Formule habituelle. Autre intervention? Non? Nous votons? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Je vous remercie. Il me semble que c'est les intérêts des Mavillois que nous avons défendus ici tous ensemble. L'agent de service et de paiement, SILAE, contrat de prestation, approbation. Il s'agit là, en fait, de profiter du fait que le CCAS a déjà donc, ce contrat de prestation
pour en profiter en tant que mairie et de ne pas payer 2 fois. Voilà, c'est un souci de petite économie, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc il ne faut pas s'en priver. Est-ce que ça vous suffit comme explication? Est-ce qu'on vote? Pas de questions. Il y a des avis contraires, des abstentions? Je me doutais bien que nous serions unanimes. Robin, c'est à toi. Restauration restreinte. Le micro. Oui, c'est bon. Restauration restreinte dans le cadre des spectacles culturels. Donc, considérant qu'il convient par souci de transparence de préciser les usages du pouvoir discrétionnaire de la ville de Mauvilliers en matière de restauration restreinte, considérant que dans le cadre de la dynamique culturelle de la ville de Mauvilliers, que par obligation professionnelle inhérente à celle-ci, que des agents de la collectivité, des prestataires ou bénévoles peuvent bénéficier de cette restauration restreinte, considérant qu'il convient aujourd'hui de fixer l'usage de cette restauration restreinte par l'intermédiaire de la présente délibération précise qu'un certificat administratif sera annexé à l'appui des factures correspondantes aux différentes manifestations, conformément au modèle en annexe, qu'un bilan financier annuel sera effectué et porté à la connaissance de la commission culture l'année suivante de l'exercice du spectacle écoulé. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les certificats administratifs inhérents à la prise en charge de cette restauration restreinte et d'impulser au compte 6257 frais de réception. Merci. Est-ce qu'il y a, ça pose des, enfin, on a vu cela en commission plénière. Donc, les explications sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions cependant? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Je vous ai annoncé que les délibérations sur l'enfance jeunesse étaient reportées à la fin, en attente de l'arrivée de Marc Sage. Donc on passe au foncier. Sylvie, c'est à toi. Ah, je n'étais pas prête. Il s'agit de la vente par la ville d'une parcelle cadastrée. Je ne sais pas si on a un plan, Sonia. Normalement, oui. Normalement, il y a un plan. Oui. D'une parcelle cadastrée AW 124 qui est allée du bois du château. La cession est au profit de Madame Boussala. Vu l'article L2241 du Code général des collectivités territoriales, vu la qualité de propriétaire de la commune de Mauvilliers de la parcelle, cadastrée comme nommé plus haut, considérant que Madame Tizy, épouse Boussala, a manifesté son souhait d'acquérir la dite parcelle dans un courrier du 16 décembre 2018, considérant que, suivant les dispositions visées par le CGCT, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider la cession au profit de Madame Tizy, épouse Boussala, de la parcelle AW 124 d'une surface de 352 mètres carrés au prix de 55 € le mètre carré, soit au prix de 19 360 €. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de cession qui sera établi par l'étude de Maître Lesage Lesguet, je ne sais pas comment on dit, Marcel, ou alors Marcel de Baudus, de Fransure, notaire à Chartres, en collaboration avec Maître Granger de l'office SAS Notricom. Il est précisé que les frais notariés sont à la charge de l'acheteur. J'ai dû déformer les noms de famille, mais j'en suis désolée. Ça ne change rien. Oui. Change rien Le vote sera tout autant valide. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Merci à toi. Je ne sais pas si sur le plan, vous avez des questions par rapport à la situation du terrain. Bon, le sujet a déjà été vu sur la ligne. Ce sujet a déjà été vu au conseil municipal. La suite. Et on le reverra, puisqu'il y a encore 4 parcelles. On a déjà passé la vente à Habitat Aurélien de mémoire. Oui. Et il reste 4 autres parcelles, dont 3. On sait qu'il y a 3 acheteurs pour 3 parcelles, la 4e, je ne suis pas sûr à ce jour. Oui, c'est le problème des. Voilà. Il y a 2 micros en même temps, il y a un petit phénomène de harcèlement.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est pour une construction d'habitation? Pas forcément, c'est plutôt une extension de terrain. Voilà. Pour l'instant, c'est annoncé comme une extension de terrain. On peut voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, unanime. Délibération suivante. Il s'agit de la vente d'un camion dont nous n'avons plus l'utilité à la ville de Lucé, qui, elle, est intéressée pour 45 000 €. Et il nous est donc proposé d'autoriser la cession, d'approuver le projet de cahier des charges, de préciser qu'un titre de recette exécutoire sera émis à l'encontre de la ville de Lucé, et de m'autoriser à signer toutes les pièces afférentes à cette cession. Donc, visiblement, il y a une procédure spécifique quand ça se passe entre communes, c'est ça? Il y a des questions, oui? C'est pas une question. C'est juste qu'on a trouvé que la valeur résiduelle était de 9 721 €, Oui. et que vous vendiez 45 000 €, on trouvait que c'était pas, enfin voilà, c'était un petit peu cher pour la ville de Lucé, mais s'ils sont d'accord pour l'acheter 45 000 €, Ça, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. si Lucé est d'accord pour l'acheter 45 000 €, pourquoi pas? Maintenant, c'est dit quand même une valeur résiduelle de 9 720 €. Voilà, ça fait oui. beaucoup plus que la valeur résiduelle. Mais... Alors, j'avais pas vu. Voilà. Parce qu'en fait, les tractations se sont faites avant qu'on connaisse la valeur résiduelle, à mon sens. Ah d'accord. Hein? Ben, peut-être que si vous voyez ça maintenant, il va avoir l'air mort. Hein. Peut-être. Surtout si vous avez attiré l'attention maintenant. Ne dites rien. Bon, en tout cas, ils étaient C'est vrai, d'accord. quand on a lu, on s'est dit quand même 9 700, ça aurait été 12 000, 20 000. On serait... Le problème, c'est que cette valeur résiduelle, c'est pas la valeur d'achat, en fait. La valeur d'usage, La valeur d'usage. c'est pas la même chose. On ne les vole pas. Hein. On l'aurait vendu à quelqu'un d'autre, on l'aurait vendu peut-être même encore un peu plus cher. Hein. S'ils sont d'accord, c'est très bien. Il était pas exclu qu'on l'ait vendu plutôt un peu plus cher à un privé. Parce que souvent, on vend ces équipements-là à des privés. En fait, on a un acheteur qui est souvent intéressé. Non, l'accord a été trouvé. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Antoinette, tu arrives pile poil pour présenter ta délibération. Est-ce que tu... Oui, c'est bon? Ça va aller? Tu entres tout de suite dans le vif du sujet? Tu préparer son micro? C'est la numéro 9 actuellement. Oui, c'est la numéro 9 actuellement. Voilà. Donc, il s'agit de la reconduction de la convention que nous avons avec l'AGLO au sujet de l'organisation des transports pour la natation scolaire à l'Odyssée. La précédente s'achevait le 31 décembre 2018 et chaque convention a une durée de 3 ans. Alors, celle-ci se fait avec un 3e avenant parce qu'il y a une modification du calcul suite au changement de l'indice de référence. C'est un petit peu compliqué, mais c'est expliqué au niveau... Alors, c'est des lettres, mais je ne sais pas exactement. Bon, alors, je vais vous lire... Considérant que la collectivité souhaite conserver l'organisation du transport pour la natation scolaire vers l'Odyssée pour toutes les écoles implantées sur son territoire, qu'il convient donc de procéder au renouvellement de la convention par le biais d'un 3e avenant. Considérant que la communauté d'agglomération propose de revoir la formule de révision applicable au calcul des frais de remboursement de transport à la commune, effectivement l'INSEE a procédé à la suppression de l'indice de référence SO sans proposer d'indice de remplacement ni de coefficient de raccordement. Considérant que la communauté d'agglomération propose à la commune d'acter le remplacement de l'indice visé par l'indice S' équivalent et d'acter un coefficient de raccordement selon la méthode de double fraction décrite dans le projet d'avenant 6 juin.
il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 3, 6 juin à la convocation de la présente séance du conseil municipal à la convention relative à la cession du service de transport pour la natation scolaire à l'Odyssée. D'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant numéro 3. Merci Antoinette. Qu'est-ce que ça pose est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser une question sur un sujet un peu mineur, pour le coup, c'est important parce qu'il y a un côté financier derrière, mais enfin là on voit que c'est a priori neutre financièrement. Non, c'est bon, on peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, nous arrivons aux ressources humaines. Bon là, je ne vais pas vous... Certaines qui devaient être présentées par Marc, tout ça, je vais quand même les présenter, sinon après on va avoir du mal à s'y retrouver. Recrutement d'agents contractuels dans le cadre de l'opération Job Coup de pouce 16-18 et 18-25 ans. Bon, c'est une délibération que vous connaissez, donc une reconduction. Il vous est proposé donc d'autoriser le recrutement de jeunes dans le cadre du dispositif Coup de pouce 16-18 et 18-25 dans le respect des obligations statutaires relatives à la fonction publique, durant les périodes de grandes vacances d'été pour les 16-18, dans la limite de 20 contrats de 2 semaines, et sur la période d'octobre à juin pour les jeunes de 18 à 25, dans la limite de 16 contrats de 2 semaines. De fixer la rémunération sur les mêmes bases que précédemment, et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents et aux charges sociales, si rapportants, seront inscrits bien évidemment au budget 2019. Donc, sur cette délibération qui est importante dans la mesure où c'est un peu une... Il n'y a pas de probabilité de le faire, mais enfin, toutes les communes ne proposent pas cette À cette hauteur-là, si. À cette hauteur-là, si. Merci Marie, qui était dans le mandat précédent en délégation de ce secteur-là, donc qui le connaît bien. Donc à ce niveau-là, on doit être une des seules, au moins en Eure-et-Loire, on va dire ça, c'est ça? Peut-être pas en France, parce que je sais que dans certains coins de France, on va aller jusque-là. Pas jusque-là. Je sais qu'il y a des communes qui sont également avant-gardistes sur ce secteur-là, ailleurs en France. Mais déjà en Eure-et-Loire. Oui. Si j'ai bien compris, c'est pour les 18-25 ans, vous avez pas Les eu deux. suffisamment... Ah, pour les deux? Oui, les 18-25 ans, on le fait depuis 2-3 ans. Plus. Et il n'y a pas eu assez, c'est ça qui est... Oui, c'est là où on n'a pas eu tout à fait assez de demandes. Oui. Alors que pour les 16-18, par contre, ça marche très bien. On a plutôt le double de demandes. Plus de demandes que de... Mais bon. Et donc pour le 18-25, on va essayer de faire davantage d'informations par tous nos moyens. Direct et indirect, c'est ça que je veux dire. Direct par nos moyens d'information, indirect par nos partenaires. Je suis Marc en train de rapporter, là c'est arrivé 3 minutes trop tard, on est sur le Job Coup de pouce. Pas d'autres questions? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Accroissement temporaire d'activité, recrutement d'agents contractuels en cas de besoin. Là, je remplace Jean-Yves Tabourin, qui ne peut pas être parmi nous pour des raisons de santé. Alors, il est possible donc de recruter des agents contractuels. Alors, ça, c'est pas forcément les mêmes, pour le coup, les agents contractuels que ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas forcément des cadres A, c'est ça que je veux dire. Hein. Pour une durée maximale de 12 mois, en tenant compte des renouvellements de contrat le cas échéant, sur une période même de 18 mois consécutifs. Et tout ceci pour des situations particulières de surcharge d'activité ponctuelle, d'absence d'agents pouvant être remplacés sur leur poste, mais nécessitant un renfort de service, pour prendre en compte des délais de recrutement, le rythme des conseils municipaux, etc. Il vous est donc proposé, sur la période du 1er mars au 30 mars 2020, les emplois non permanents suivants. Un emploi d'adjoint technique, ça c'est plutôt pour l'entretien des locaux non scolaires. Un emploi d'adjoint en attente de l'organisation, peut-être d'un recrutement de mémoire. Un emploi d'adjoint technique pour le service espace vert propreté, pour pallier à l'absence ou les restrictions physiques de certains agents. Un emploi d'adjoint technique au CTM, ça c'est au niveau des fonctions de maçon, parce que
garçon qui est parti, c'est bien ça, Michel, et qui, voilà, on l'a pas recruté encore, sur un poste permanent, en tout cas. Et un emploi d'adjoint technique pour le service éducation, afin d'être plus réactif sur les remplacements d'agents absents. On a quand même, dans le personnel communal, le nombre d'agents du service d'éducation pour tout ce qui est ménage, entretien des locaux, périscolaire, etc., est important. Et de créer sur la période toujours du 1er mars au 30 mai, cette fois-ci, l'emploi non permanent suivant, l'emploi d'adjoint administratif, un temps non complet, sur la base d'un dixième, afin de permettre à l'agent recruté au service finance, alors c'est un cas très particulier, actuellement à temps incomplet dans sa collectivité, de prendre son poste dès le 1er mars à hauteur d'une demi-journée par semaine, et c'est ceci jusqu'à sa mutation qui doit intervenir début mai. De fixer les rémunérations, évidemment, en fonction des textes en vigueur. Des questions sur le sujet? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes. Marc, c'est pour toi. Alors, délibération numéro 12, accroissement saisonnier d'activité pour les vacances scolaires 2019-2020, recrutement d'animateurs. Donc, c'est une délibération qu'on retrouve chaque année. L'intérêt, c'est de compléter les équipes par rapport aux équipes de permanents qu'on a. C'est-à-dire qu'on a une équipe de base de notre permanent, mais ils ont droit à des vacances et il y a plus d'enfants durant l'été. Donc, on a globalement besoin d'augmenter notre effectif d'animateurs. Donc on vous propose de créer 12 postes non permanents qui ne seront peut-être pas utilisés, ça sera selon les besoins réels, pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité sur le grade d'adjoint d'animation à temps plein, d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels pour pouvoir ces emplois et à signer des contrats de recrutement, de fixer la rémunération des agents recrutés sur la base du premier échelon du degré d'adjoint d'animation, échelle C1 assortie du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2019. Si, des questions sur ce sujet? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Unanime. Délibération suivante, il s'agit du recrutement d'un poste pour renforcer le service en rue, aménagement urbain et développement durable. Donc, en septembre 2017, le conseil municipal a approuvé la signature d'un protocole de préfiguration avec l'ANRU. Dans ce cadre-là, bien qu'encore une fois, la signature n'a pas eu lieu, mais elle est maintenant imminente. On est en train de finaliser la convention. Il y a d'ailleurs une réunion de commission plénière qui est prévue pour vous la présenter. Vous avez dû recevoir l'invitation hier, 27 mars. Ce projet, donc, piloté par le service en rue, aménagement urbain et développement durable, qui compte aujourd'hui 2 agents de catégorie A et en contractuel. La mise en œuvre opérationnelle du projet de mutation urbanistique de traitement du centre-ville et des projets qui sont liés avec des clauses croix blanches va augmenter significativement la charge de travail du service et nécessite donc le renfort d'un poste. Ce poste pourrait être pourvu par un contractuel, donc un nouveau contractuel, là dans la ligne de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des contractuels qui sont des équivalents de cadre A, probablement, beaucoup, ou B vraiment plus, quoi. Sur donc le fondement précité qui permet aux collectivités et établissements de recruter les agents contractuels de droit public pour un emploi permanent du niveau de la catégorie A lorsque les besoins du service ou de la nature des fonctions le justifient. Ceci pour une durée maximale de 3 ans, mais renouvelable dans la limite de 6 ans. Et au-delà, bien sûr, et, cela devient un contrat à durée indéterminée. Le motif invoqué, donc il convient de fixer les éléments suivants en application de l'article 34. Je vous fais grâce de ceci, vous l'avez en lecture. Il me semble que ce n'est pas nécessaire que je le relise, mais vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Il vous est donc proposé de créer cet emploi permanent de chargé de mission, donc à compter du 1er mars 2019, ou dès que le recrutement aura pu être effectué, et de m'autoriser à recruter cet agent et à pourvoir cet emploi.
ainsi qu'à signer le contrat, évidemment, de recrutement, suivant les modalités exposées ci-dessus. Des questions sur ce poste, dont on vous a dit qu'il était financé en partie par l'ANRU, je crois que c'est sur la base de 23 000 euros, mais les 23 000 euros se prenant sur l'enveloppe globale que l'ANRU affecte à la commune. Affecte ou affectera, puisque c'est pas encore signé. On peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Dernière délibération concernant les ressources humaines, les tableaux des effectifs des emplois permanents et aidés pour l'année 2019. Écoutez, là, il s'agit d'approuver donc ce tableau, et d'approuver en même temps la liste des postes en emploi aidés. En emploi aidé, donc vous voyez qu'on a un poste en CAE-CUI de 21h25 et 3 postes à 35 heures pour des postes en emploi d'avenir. Ils sont donc inscrits, ils ne sont pas forcément pourvus, mais inscrits. Bon, est-ce que vous avez des questions sur le tableau? Je ne vais pas vous le lire, ça serait fastidieux, mais par contre, je ne veux pas squeezer une question. Non, c'est bon? C'est vrai que c'était dit en commission plénière, hein, donc vous avez déjà eu l'occasion de poser ces questions. Mais parfois, il peut en arriver entre la commission plénière et le conseil. Nous votons? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous arrivons de retour à Sylvie, avec une autre casquette, une autre délégation. Donc il s'agit des tarifs de photocopie. Donc lors du dernier conseil municipal avait été adopté une révision concernant les tarifs de photocopie et d'autres tarifs. Et en fait, un arrêté du Premier ministre encadre la pratique des tarifications des copies portant sur les documents administratifs. Le tarif concernant l'intitulé copie de la liste électorale par page de format A4 relève d'un encadrement de la réglementation et le conseil municipal n'a donc pas la compétence pour fixer ce tarif. Il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération du 13 décembre 2018 pour la partie relative au coût de la copie de la liste électorale par page de format A4 hors frais d'envoi postaux, fixant la photocopie à 0,25 €, et de se conformer à compter du 1er mars 2019 à pratiquer le tarif de 0,18 € concernant le coût de la copie de la liste électorale par page de format A4 hors frais d'envoi postaux. Le reste des dispositions initiales reste inchangé. Les tarifs sont ainsi proposés avant d'être adoptés. Pour les photocopies A4 noir et blanc recto, enfin je ne sais pas si on va, je dis Non, tout non, je peut-être. pense que non. Il y a juste la modification qui est signalée. Enfin, après, tu fais comme tu veux. Non, Il n'y a pas non. d'obligation, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est juste que en fait, ces tarifs-là sont encadrés par le Premier ministre et nous n'avons pas la main dessus. Merci à toi, Sylvie. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions, d'autant plus qu'on l'a déjà vu en commission. Je fais voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous dis que ce serait ennuyeux que vous votiez contre, parce que ça veut dire que c'est des vecteurs d'attraction. On a vécu déjà dangereusement pendant quelques jours, on va essayer de s'arrêter. Délibération On ne suivante. va pas être à l'origine d'un dysfonctionnement administratif. Là, il s'agit des tarifs location de salle. C'est pareil, les tarifs avaient été adoptés lors du conseil du mois de décembre. Et il convient d'ajouter une catégorie, une catégorie de personnes qui sont les citoyens associés et qui peuvent bénéficier d'une location par an, comme les conseillers municipaux et le personnel communal, une location par an à demi-tarif du particulier mavillois, quelle que soit la salle. C'est la seule différence que l'on apporte sur cette délibération. Sylvie vous a tout dit. Pas de questions. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Denise, c'est pour toi. Nous arrivons au sport. Et on est déjà fatigué, donc tu ne peux pas faire trop de sport.
Qu'est-ce qu'on fait? Clignote. Ah, tout à l'heure, j'ai marqué des... Là, c'est bon. Vous êtes peut-être mis du bon côté. Bon, cette délibération concerne des conventionnements de deux associations sportives, donc l'Avier Chartres Handball et Handball, oui, et le club sportif de Mavilliers. Allemand. Handball et football, on va y arriver. Donc, alors, ces associations ont donc des subventions supérieures à 23 000 euros. Elles doivent faire l'objet d'un conventionnement avec la commune. Voilà. Donc, cette délibération propose de leur donner une convention avec ces deux associations. Ils vont signer la convention à partir du 1er janvier jusqu'au janvier 2019, jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. C'est clair, je pense que Oui, tout à fait. vous avez vu. Je suppose que n'appelle pas, pardon, de question de votre part, nous pouvons voter. Oui, c'est là. Allez-y. Une petite question. La convention, normalement, chaque devrait faire la convention avec vous pour le Chartres Handball. Avec nous, non? Normalement, c'est le handball appartient à Chartres. Non, C'est une partie qui appartient à Chartres. il faut que tu éteignes pour que moi je... J'ai eu un texte hier là-dessus, justement. Et étant donné qu'il y avait un club de sport au niveau du hand, que ce serait Chartres, au niveau des championnats et tout ça, c'est Chartres qui s'en occupe. Mais pourquoi la convention elle est signée que par Mavilliers? C'est pas la même chose. Hein, là, il s'agit d'une... Enfin, le club de Chartres, il est subventionné des deux côtés. Par Mavilliers et par Chartres. Voilà. Et notre subvention, à nous, elle est supérieure à 23 000 euros. Voilà. Et donc, c'est le lien qu'il y a entre le club et nous. Donc ça fait deux conventions. Oui, Chartres est obligé de faire la même chose. Et l'aglo peut-être aussi. Je suppose. Les questions? Non? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas. Denis, c'est de nouveau à toi. Ah oui, et donc là maintenant nous allons parler du tarif de location du terrain synthétique. Considérant que toute utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu à un paiement d'une redevance, donc il est proposé au membre du conseil municipal de fixer des tarifs de location du terrain de football en gazon synthétique du stade Bernard Marocain, qui vient d'être terminé d'ailleurs, conformément au tableau ci-après. Donc pour les associations mavilloises, pour la durée de la convention qui les lie avec la ville, dans le respect des créneaux horaires attribués, le tarif est gratuit. C'est une gratuité. Pour les associations non mavilloises, non conventionnées et les sociétés privées qui voudraient utiliser ce terrain, il y a donc à l'heure terrain complet ou à l'heure demi-terrain, 48 euros pour le terrain complet à l'heure et 24 euros pour la nuit et le demi-terrain. Voilà. Donc, ces tarifs vont s'appliquer normalement à partir du 1er mars 2019, donc demain. Et voilà. Donc, les associations mavilloises sont des associations ayant signé une convention de partenariat avec la collectivité. C'est une précision. Donc, voilà. Alors nous demandons d'accepter cette délibération les autres installations ont déjà été fait l'objet d'une convention, d'une délibération en leur temps, mais comme le terrain synthétique est nouveau, il faut aussi prévoir cette délibération de location au cas où on voudrait nous le louer. Merci, oui. En fait, on avait eu une demande, la personne s'est rétractée, mais on peut en avoir de nouveau dans le futur, d'où cette précaution-là pour ne pas être pris de court. Des questions?
Il n'y en a pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous passons à l'urbanisme. Je rapporte également en remplacement de Jean-Yves. Et on parle maintenant ZAC des Closeaux. Je vous fais grâce de la présentation de la ZAC des Closeaux, que vous devez connaître, d'autant plus que vous avez pu avoir une piqûre de rappel, si vous me permettez l'expression, en commission plénière mardi dernier, sur cette ZAC, sa composition, etc. Et il vous est proposé, en fait, là, une concertation renforcée. D'une part, afin de tenir la population informée de l'avancement des études menées par l'aménageur et la collectivité. Pour cela, il est proposé d'organiser à minima une réunion publique. Celle-ci est fixée. Elle a lieu le 7 mars prochain à 18h30 en salle d'honneur. Des articles pourront également être régulièrement publiés dans la presse locale, dans le bulletin municipal ou encore sur le site internet de la commune. D'autre part, dans un objectif de co-élaboration, il est proposé de faire participer les habitants à la définition du projet et à ses aménagements, ses ambiances. Pour cela, il est envisagé d'organiser à minima 2 séances de réflexion avec les habitants sous forme d'ateliers. Je ne sais plus si les ateliers sont prévus. Mais Si. Est-ce que certains peuvent retrouver les dates facilement? Sylvie, c'est pour toi. Merci à toi. Peut-être. Il faut laisser un minimum de temps quand même. Hein. Voilà. Les ateliers 28 mars et 28 mai. 28 mars et 28... Attends, c'est pas les ateliers de la 21, hein? Non, c'est bien ça. J'ai peur que tu répondes à Jeanne 21. Non, c'est ça. D'accord, ok. Parce qu'il y en a aussi, c'est pour ça que j'ai cru. Je réponds à ta question. Deux ateliers. Le premier aura lieu le 28 mars et le second le 28 mai. 28 mars. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et 28 mai. Merci à toi, Aziz. Et merci à toi, Sylvie. Les modalités d'organisation de ces réunions et ateliers pourront être communiquées à la population par différents biais, mais en plus de celui qu'on vient de faire devant vous juste à l'instant. L'ensemble des réflexions émises durant cette concertation permettra d'alimenter le projet et le dossier de réalisation de la ZAC. Un bilan de concertation sera ainsi dressé et approuvé par le conseil municipal préalablement à l'approbation du dossier de réalisation de cette ZAC. Il vous est proposé d'approuver donc le lancement de cette concertation renforcée, d'autoriser l'Exécutif Foncier Conseil à organiser cette démarche. Hein, parce que c'est nous qui votons, mais c'est l'Exécutif qui réalise, mais c'est en même temps nous qui avons fait la commande. Donc c'est normal qu'on délibère sur le sujet. Et de m'autoriser à signer les pièces nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Par rapport aux ateliers, c'est les Mainvillois qui sont invités ou les futurs habitants de la ZAC des Closeaux? Les deux. Ce sont plutôt concernés les futurs habitants de la ZAC des Closeaux, on est oui. bien d'accord. Mais les habitants aussi sont invités. D'accord. Peuvent venir, il n'y a pas d'interdit. D'accord. Alors, pour les futurs habitants, par exemple, on a une liste en mairie de gens qui nous écrivent spontanément pour dire on a envie de construire sur votre commune. Donc, évidemment, ces gens-là vont être invités. Les médias vont aussi, par tout moyen, on va faire savoir que des gens qui recherchent un terrain peuvent venir, mais il n'est pas interdit à un Mainvillois, riverain ou non, de venir. Voilà. Mais vous avez raison, ça concerne un peu plus les futurs habitants. Mais, encore une fois, c'est normal que les riverains puissent être intéressés par ce qui va se passer tout près de chez eux. Voilà. Autre question? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Moi j'ai quand même... Ah, oui. Ah, c'est presque trop tard. Oui, c'est encore possible? Oui, oui. Bon, j'étais pas là à la plénière, mais en fait ça a été présenté comme... Enfin, la partie haute de la ZAC a été présentée comme la rue étant... Quand on regarde la ZAC en partant de la rue de la République, la rue étant présentée sur le côté droit... On ne vote pas là-dessus, hein, c'est sûr, hein, on ne vote pas là-dessus. Oh, bah, je dis rien. Non, mais je te précise que ça fait l'objet, justement... Je veux pas que... D'accord. Ça fait partie juste... Enfin, en fait, Sylvie n'a pas participé, j'explique, pour tout le monde, n'a pas participé à la commission plénière, où on n'a pas parlé de ça, c'est pour ça que ça va être difficile que tout le monde se comprenne, mais elle a participé à l'atelier, à la réunion précédente, où on en a parlé. Je croyais que ça avait été vu en plénière non, de façon... pas cet aspect-là. Bon. Pas cet aspect-là. Je voulais juste...
bien évidemment que, par contre, pour peut-être, ce genre de choses, d'abord c'est déjà acté un peu par l'aménageur, hein, et en même temps c'est ce genre de choses qui peuvent être modifiées à l'atelier, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, en même temps ça me permet de rebondir, c'est que ce que tu as proposé pourrait éventuellement être rechangé par l'intervention d'autres personnes dans les ateliers. Bien sûr. Voilà. Oh oui, c'était l'architecte qui avait Oui. validé cette idée-là, mais... Oui. Et là, je confirme qu'il a validé ton idée. Enfin, il a pris en compte ta suggestion. Mais oui, pardon. Mais on ne vote pas sur cet aspect-là aujourd'hui. Comme On j'étais vote pas là, que sur la concertation. L'architecte avait bien précisé le jour Oui. que la route n'était pas à sa place. Ah bon, il l'a dit. J'avais peur qu'il n'ait pas dit. D'accord. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Heureusement qu'il y en a qui suivent. On est d'accord. Mais encore une fois, là on vote sur le principe de la concertation. Mais en même temps, pour faire je t'invite éventuellement à participer aux ateliers pour le cas où d'autres personnes viendraient et diraient le contraire de toi. Mais je serai là aux ateliers, bien sûr. Pour aller dans le prolongement de la question de Mme Milon. On peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Zone d'aménagement concerté, ouest, dénomination de la voie. Nous avons vu cela ensemble, mais nous n'avions pas délibéré lors du dernier conseil municipal. Tout cela pour faire ça, parce qu'il n'y avait pas d'urgence, contrairement à ce que vous avez dit dans un premier temps. Mais le dossier, vous le connaissez, vous avez déjà donné un avis de principe, mais maintenant il s'agit de formaliser et de donner le nom de rue Isabelle Autissier à une nouvelle rue de la ZAC extension ouest, la ZAC ouest, pardon, rue qui est commune à Amilly et à Mavilliers. Donc ça demandait un accord des deux communes, ce qui est le cas. Mon collègue maire d'Amilly nous a dit qu'il était d'accord sur ce nom-là. Donc on peut maintenant procéder à la décision. On a aussi demandé ce qui se fait d'habitude un usage habituel, qui est de demander l'autorisation à la personne lorsqu'elle vit de donner son nom à une rue, et la réponse une réponse favorable nous a été donnée par Isabelle Autissier, en direct. On peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous arrivons à la dernière délibération. Marie, c'est pour toi. Ah non, pas la dernière. La dernière sur l'ordre du jour, mais pas en réalité. Ah, je suis désolé. Ça peut être partout. Tu as eu un espoir de passer... Non, c'est sans doute qu'il ne marche pas. Non, sur le Non, peut-être que c'est le contact de ça qui passe. Voilà, ok, allez. Merci. Donc il s'agit de vous présenter la délibération concernant la gestion urbaine et sociale de proximité, puisqu'il s'agit d'autoriser, ce que je dirais à la fin de Monsieur le maire, de signer la convention qui va devenir avec la ville de Chartres et de l'UC. Donc le contrat de ville de l'AGLO sur la période 2015-2020 prévoit le déploiement d'un programme d'action ambitieuse, donc avec la mise en place de cette gestion urbaine et sociale de proximité. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine a conditionné l'appui apporté au renouvellement urbain des quartiers d'Éclos à Chartres et de Talmont en Bretagne à Mavilliers avec la mise en place d'une gestion urbaine sociale de proximité. De surcroît, les deux bailleurs de l'AGLO, Chartres Métropole Habitat et Habitat Aurelia, ont approuvé le principe du financement d'un coordonnateur de l'AGUSP en contrepartie de l'abattement de la taxe sur le foncier patrimoine bâti sur la période 2019 et 2020. L'accord a donné lieu à fin 2018 à la signature des avenants aux conventions d'exonération de la taxe sur le foncier patrimoine bâti entre l'État, les villes concernées par le dispositif et les deux bailleurs. L'AGUSP a donc pour objectif l'amélioration sensible des conditions de vie des habitants, le maintien de la qualité des espaces publics. Les principes sont les suivants: favoriser le travail en réseau des acteurs de proximité, faire participer les habitants aux actions engagées,
rechercher l'amélioration de la qualité du service rendu aux habitants, mettre en place des outils d'alerte des dysfonctionnements, mettre en place des outils d'évaluation, s'informer mutuellement des actions engagées et mettre en œuvre les moyens nécessaires au bon déroulement de la démarche. Il vous est donc proposé d'approuver la convention de cadre qui est jointe en annexe à la délibération et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et tous les actes y afférents. Merci. Des questions sur un sujet qui est également important, de vie de tous les jours, on va dire ça comme ça. Pardon. On l'a vu à la Vas-y, tu veux, vas-y. Oui, pas plus au vol. Voilà, c'est bon. Oui, pour information, ce dossier a été présenté au Conseil communautaire et a été approuvé au Conseil communautaire. Et ensuite, comme il passe dans les communes de Lucé, Mavilliers et Chartres. Je sais qu'il est passé déjà sur Chartres, Lucé, je ne sais pas. Voilà, pour que ça puisse être mis en place, il faut que les trois conseils municipaux délibèrent. Merci. D'autres, des questions? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Nous sommes unanimes. Marc, le sage, 2 délibérations pour toi, pour terminer. Alors, la délibération numéro 4, pour obtenir un conventionnement avec la caisse d'allocation familiale et autoriser, grâce à ce partenariat, à ce que nos services puissent bénéficier de logiciels et de données sur les familles et finalement demander moins de documents aux familles. Donc c'est vraiment un vrai acte de progrès et pour nos services et pour les familles qui auront moins de papier à donner. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'ensemble des documents inhérents à l'accès mon compte en partenaire de la caisse d'allocation familiale. La convention d'accès à mon compte partenaire annexe 1, le contrat de service pris en application de la convention d'accès à mon compte partenaire annexe 2, le bulletin d'adhésion au service consultation du dossier allocataire par les partenaires annexe 2.1. Merci. Peut-être que c'est présenté. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas voter la délibération. On est d'accord? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes. Délibération suivante. Donc, délibération numéro 5. Semaine de la jeunesse, c'est un projet, c'est une nouveauté. Ça fait suite à tout le travail qui est mené dans le cadre du projet de territoire et du sous-groupe de travail sur la jeunesse. Après plusieurs mois d'échanges sur les pratiques qu'on avait sur les actions qu'on menait sur Mainvilliers pour la jeunesse, il est proposé de faire une semaine spécifique dédiée aux jeunes qui les invitera vraiment à être des acteurs de cette semaine. Elle sera positionnée du 5 au 12 avril 2019, donc sur les prochaines vacances scolaires, et elle sera multiple vu qu'il y aura l'intervention d'un certain nombre de partenaires de la ville, des associations sportives ou culturelles, mais il y aura aussi des temps de débat pour les jeunes, voire pour les parents sur des thématiques comme le numérique. Et il y aura aussi un certain nombre d'animations avec Récréa, par exemple avec la piscine, ou des animations sur la place de la mairie pendant toute une semaine, ouvert à l'ensemble des jeunes. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'élaboration du projet de la semaine de la jeunesse à Mainvilliers et sa mise en œuvre du 5 au 12 avril, d'autoriser M. le maire à prendre toutes les décisions nécessaires concernant l'organisation et le déroulement de cette manifestation. Ouais, c'est bon. Merci à toi. Oui, il faut que ça fait beaucoup. 3, ça fait beaucoup. Des questions sur le sujet? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Nous sommes unanimes. Reste les points d'information. Le premier concerne le rapport d'activité Horizon, essentiellement pour vous dire que le document est consultable en mairie au secrétariat général. Sonia, vous l'avez bien, il n'y a pas de souci. Il est téléchargeable, non? On peut l'envoyer par... Non, tu dis, c'est lourd? Non, c'est un dossier papier. C'est pas un dossier... D'accord.
dossier papier consultable seulement sur place, a priori. N'hésitez pas à venir le demander. Deuxième information, les TAP, temps d'activité périscolaire, le sondage sur les TAP. Exactement, Marc, c'est pour toi. Il me semble qu'il y a un document qui peut être projeté, celui vu en commission plénière. Il s'agit évidemment d'être un tout petit peu plus synthétique qu'en commission plénière, mais quand même, vous avez laissé un sondage important qui a été fait. Il est important qu'il soit porté à la connaissance de l'ensemble, y compris du public ici, des conseillers municipaux d'une part, et du public ici présent. Alors, dans le cadre des temps d'activité périscolaire, nous avons proposé, pour évaluer tout le travail mené depuis la mise en place de ces TAP, donc une évaluation auprès des familles avant de commencer à réfléchir à ce qu'on peut imaginer pour la suite, ou est-ce qu'on reste dans la situation actuelle. Donc, on a transmis un questionnaire et donc nous avons eu sur 756 questionnaires distribués, 318 retours. Sur ces 318 retours, ça représente quand même 42% des familles interrogées, ce qui est un très bon taux de participation. C'est pour ça qu'il nous paraissait important de le mettre en avant aujourd'hui. Sur ces questionnaires, il y a 37 familles qui ont répondu, mais les enfants n'ont jamais participé au TAP. Donc on est parti du principe qu'on ne mettait pas en avant ce qu'eux avaient rapporté, vu qu'ils n'ont pas d'éléments sur une évaluation d'une activité mise en place. Donc les réponses que je vais vous donner, c'est sur 281 familles qui ont participé. Donc on peut s'apercevoir, alors il faudrait descendre un petit peu, Sonia, s'il vous plaît, sur les tableaux suivants, encore, voilà, en dessous, les fromages en dessous, là, les dessins, voilà. On peut s'apercevoir que sur les 281 familles qui ont répondu, ici, on est bien, là, il y a surtout des familles d'enfants qui ont participé plusieurs années, vu qu'on voit qu'il y a 77 enfants qui ont participé, qui participent depuis 4 années scolaires. Il y a 66 familles qui ont participé depuis plus de 3 années scolaires. Donc globalement, les gens qui ont répondu, c'est vraiment des gens dont les enfants fréquentent les temps d'activité périscolaire. Voilà. Après, on peut s'apercevoir aussi sur le tableau d'en dessous que sur les 281 familles, il y a la majorité des familles qui utilisent les TAP de façon permanente, vu qu'on est à 269 familles dont les enfants viennent en permanence au TAP sur les différents temps qu'on a pu donner et années qu'on a pu donner au-dessus. Donc ça aussi, c'est un élément important. Si on regarde un petit peu plus loin, le questionnaire mettait en avant la question de l'organisation des TAP qui ont connu l'évolution depuis 6 ans. Et donc, en décembre 2018, 89% des familles sont satisfaites ou très satisfaites de la mise en place de l'organisation des TAP sur la commune, ce qui est un chiffre aussi très important. Dans les motifs de satisfaction, ils mettent essentiellement en avant l'épanouissement, les enfants épanouis, la qualité d'équipe pédagogique et le mode de garde. Il faut aussi en être conscient que c'est un vrai mode de garde. Dans les motifs de non-satisfaction... Il n'y a que deux réponses quand même. Oui, quand même. Mais par rapport à l'épanouissement à 72... Bien sûr, il y a une vraie différence. On est à la marge. Après, il y avait des questions fermées avec la possibilité de donner des réponses ouvertes. Vous voyez bien comme souvent, oui, non, c'est facile à répondre. Donner les raisons, c'est toujours un peu plus compliqué pour qu'on ait plus d'éléments. Côté des motifs d'insatisfaction, il faut surtout mettre en avant le manque de communication et les activités limitées, et ça concerne essentiellement des réponses de questionnaires des enfants en maternelle. Où effectivement les actions sont plus limitées en maternelle qu'en élémentaire. Bien sûr, vu qu'il y a entre autres la question de la sieste, et qu'on avait pris le parti pris de ne pas couper les enfants de leur sieste, donc on les laissait dormir jusqu'au bout. Donc automatiquement, moins d'activités proposées. Après, au niveau des contenus, on avait posé des questions autour des contenus d'activité, et globalement 84% des familles étaient de nouveau satisfaites ou très satisfaites de ce qu'on proposait en activité, donc les motifs, la nature des activités proposées. Pour rappel, actuellement, les enfants peuvent participer sur les 3 écoles confondues à 35 activités différentes. Voilà. Et l'équipe pédagogique, qui sont les 2 éléments qui sont revenus en avant fortement. 35.
35 activités, c'est pareil, c'est énorme. Enfin, c'est important, quoi. Oui. Hein, plus de 70 intervenants et 35 activités différentes. Les motifs d'insatisfaction, toujours le manque de communication et toujours les activités limitées, c'est-à-dire que ça revenait de façon un peu récurrente, en partie par sûrement les mêmes familles. Voilà ce qu'on peut mettre en avant dans les activités qui ont... alors il y avait une question qui était peut-être pas complètement claire, c'était la question autour de quelle activité vos enfants ont découvert que vous aimeriez mettre en avant. Et là, alors c'est tableau d'en dessous, sort l'art plastique, la couture, la piscine, la danse, les jeux, après toutes les activités un peu sportives et culturelles. Ce qu'il faut surtout noter sur cette partie-là, c'est que nous on pense que finalement plus les familles ont répondu soit à tiens, l'enfant a dit à un certain moment que telle activité l'intéressait, ou soit à l'activité du moment. Donc on peut en tenir moins compte, mais on s'aperçoit quand même qu'arrivent de façon assez forte des activités qu'on s'attendait moins, comme la couture, la danse peut-être un peu plus, mais le théâtre est quand même assez haut. Activité manuelle, c'est-à-dire finalement les activités culturelles à Mainvilliers sont plutôt bien vécues par les enfants. Et les activités un peu nouvelles. Ou du moins, au moins à l'égal du sport, en fait, parce que souvent c'est con. Le sport est mieux vécu que la culture, et le but c'est que les deux soient vécus de la même manière. Alors en plus, à savoir, quand je vous parle d'évolution de l'organisation, il faut noter que depuis 2 ans, on a pris la décision de permettre à l'ensemble des enfants d'un groupe scolaire de découvrir l'ensemble des activités. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, ils sont vraiment en découverte, initiation. Ils ont, par exemple, la couture, ça doit se faire à Coubertin de mémoire. Tous les enfants de Coubertin auront fait au moins 3 séances de couture en termes de découverte. Et après seulement, on leur demande leur choix pour la fin de l'année scolaire et ils proposent 4 choix. Et sur ces 4 choix, 2 choix sont retenus. Et ça, ils finissent l'année où ils approfondissent les activités. Et là, on s'aperçoit aussi qu'on avait très très peur que ça soit un casse-tête et que tous les enfants veuillent faire le foot ou l'activité un peu traditionnelle. Et finalement, on n'a pas eu de mal à répartir l'ensemble des enfants sans prendre leur 3e ou 4e choix. La plupart du temps, les enfants ont leur 1er ou 2e choix. Voilà, donc ce questionnaire était pour nous l'occasion de bien mettre en avant que ce qu'on avait mis en place sur les rythmes scolaires a répondu à l'attente des familles. Là, vous voyez bien sur les observations particulières qui sont aussi à la marge, hein, c'est poursuivre ces étapes, c'est bonne organisation des activités, c'est des arguments plutôt en faveur d'étapes. Et bien sûr, comme on met tout en maternelle, on voit bien que ce qui ressort, alors quand je dis des argumentations, hein, c'est vraiment à la marge, et ben, il y a des arguments au détriment d'étapes, parce que les parents voient moins l'intérêt sur le temps des maternelles, la remise en cause des pratiques des activités en maternelle, ou le manque d'information qui est quand même revenu de façon importante. Voilà. Merci. Donc voilà, en fait, dès la première année où on avait mis en place les TAP, on avait une satisfaction correcte. Je me rappelle que le problème majeur était le problème de communication qu'on avait résolu dans l'année suivante. Mais là, on s'aperçoit quand même d'une adhésion encore plus forte que ce qu'il y avait au début de la mise en œuvre. Et là aussi, améliorer le service. On termine avec Jacques Guillemet pour une soirée importante. C'est simplement pour vous faire parvenir, vous êtes tous conviés à la salle des fêtes le 8 mars à 19h30 précise, parce qu'on va essayer de faire ça, parce que ça va être une soirée très longue, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup d'intervenants, beaucoup de réponses par rapport avec la salle, donc on espère que chacun restera respecter les horaires. Donc c'est 19h30 précise. Donc c'est le 8 mars et c'est à la salle des fêtes. Et je voudrais en profiter puisque on a la direction des services, pour remercier chaleureusement Valentin et tous les services, parce qu'il y a un travail énorme et important derrière, et je souhaitais devant tout le monde à les remercier, parce que c'est pas une simple affaire et ça demande beaucoup d'énergie. Donc vous êtes tous conviés
donc ce soir-là. Merci à toi Jacques. Effectivement, comme c'est une soirée, une première un peu dans le genre, mais ça demande toujours un peu plus d'investissement dans ce cas-là. Et merci d'y avoir pensé à remercier tous ceux qui ont contribué. Bonne fin de soirée.